Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est Rémi Bigot du blog montersonbusiness.com. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un de très intéressant. Vous allez voir, on va discuter de choses super intéressantes. On va parler de télétravail, on va parler de bureau, on va parler de la vie après ce fameux confinement qui a touché beaucoup de gens, comme vous le savez. Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, j'accueille aujourd'hui Franck, que j'ajoute. Bonjour Franck. Bonjour Rémi. Comment allez-vous? Très bien, très bien. En confinement, les derniers jours de confinement et prêt pour le déconfinement de la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes à ceux qui ne vous connaîtraient pas et qui découvriraient cette vidéo? Voilà, je m'appelle Franck Zorn. Donc aujourd'hui, je suis dirigeant et cofondateur de Deskio. C'est une entreprise qui propose des bureaux flexibles, complets, tout aménagés avec du service. J'ai un parcours plutôt avant dans le digital et dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis allemand. Vous allez excuser les quelques erreurs. Pas de souci, vous serez excusé. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler en 2000 chez eBay quand c'était encore une petite boîte, une start-up. Ah, ça nous fait un point commun. Voilà, ok, bon, je ne savais pas. Chez eBay aussi. Et donc, j'ai passé pas mal de temps, 7 ans chez eBay en Allemagne et au Canada. Et ensuite, donc, je suis venu en France, j'ai fait un MBA à Fontainebleau. J'ai travaillé un an au sein de Rocket Internet, donc qui est un grand incubateur d'origine allemande. Et en 2009, j'ai co-créé avec d'autres fondateurs CityDeal, qui était acheté par Groupon, qui est devenu le Groupon international, qu'on a monté, voilà, une entreprise en presque 2 ans qui est devenue une des plus grandes entreprises sur le net à l'époque et avec une expansion assez importante. Phénoménal. Et en 2000... Franck, juste une petite chose, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si vous touchez votre écran, mais en fait, l'image, elle n'arrête pas de bouger. Okay. Juste, ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'ordinateur posé sur un truc. En 2000, voilà, en 2016, donc j'ai décidé de faire ou de me pencher dans une nouvelle aventure. J'ai commencé l'immobilier et c'est là où en fait j'avais une connaissance avec CityDeal, avec Rocket Internet, où des jeunes boîtes qui ont des croissances assez importantes ne trouvent pas de solution dans l'immobilier tertiaire. Parce que souvent, si on doit signer un bail commercial, c'est sur des durées. C'est pas simple, oui. Il faut gérer tout l'aménagement, les opérations du bureau. Et donc, c'est là où, avec mon associé Benjamin Teboul, qui a une expérience dans l'immobilier, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. À l'époque, il y avait déjà Regus, donc centre d'affaires plutôt classique. Et on a senti qu'il y a en fait une autre solution à chercher pour des sociétés qui grandissent et qui veulent plus de flexibilité de service. Et donc, c'est là où on a commencé à créer Deskio. Et maintenant, depuis 4 ans, on développe cette société. On est devenu un des plus grands acteurs sur le marché parisien et à Lyon. Donc, on gère aujourd'hui 75 000 mètres carrés. Je suis lyonnais. Bravo. Voilà. C'était important pour nous aussi parce que c'est le deuxième plus grand marché tertiaire. Et donc, beaucoup on a des... à Lyon. Voilà, et on a des centaines de clients, ça peut être des startups. J'ai une petite question, Franck. Comment vous vous positionnez par rapport à des entreprises comme WeWork, par exemple, qui ont également qui ont un système un peu de... Comment on peut expliquer ça? Oui, de coworking amélioré, on va dire, avec plein de services autour. Comment vous vous positionnez? Vous êtes concurrent? Vous êtes partenaire potentiel? Comment vous vous positionnez par rapport à ce genre de boîte? Souvent, on est mélangé, on est mis dans le même groupe. Mais il y a quand même des différences. Donc, les coworkers s'adressent surtout, le produit s'adresse surtout à des petites sociétés. Donc, sociétés entre 0 jusqu'à 10-20 personnes. C'est là où le concept fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup d'échanges au sein
de la communauté au sein des immeubles. Et c'est important pour les petites sociétés parce que c'est comme ça qu'ils créent du business et se développent. Bien sûr. Non, quand des sociétés dépassent les 15-20 salariés, ils commencent à développer leur propre culture d'entreprise. Ils commencent à développer aussi de manière de travailler un peu plus spécialisée. Donc, on va dire, oui, on est 5 dans un bureau et on travaille tous ensemble. Et c'est ça qui crée une certaine dynamique qu'on trouve au sein des startups, qui est important au début. Mais quand on est 20 et on a peut-être 5 commerciaux, 5 développeurs, plus des fonctions de support, en fait, on se spécialise et les différentes populations ont des besoins assez différents de travail. Et donc, on peut plus dans un seul bureau. Les commerciaux, ils ont besoin de parler, faire du bruit. Et il faut créer pour les développeurs. Il faut même rendre fous les autres employés, si jamais. Parce que c'est vrai, quand ils sont au téléphone, des fois, ils ont des voix souvent un peu punchy. Ça peut être compliqué. C'est ça. Et les développeurs, c'est tout l'inverse. En fait, il faut qu'ils se concentrent. Donc, là, en fait, nous avons développé une solution où aujourd'hui, on a beaucoup de plateaux, parfois aussi des immeubles, où pour la plupart du temps, en fait, un plateau est pour une société. Et donc, on co-crée avec la société l'aménagement et on est devenu un peu des spécialistes de l'aménagement. Donc, comment est-ce qu'on va aménager les locaux pour que chaque population au sein de la société peut être productive. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la culture d'entreprise. Et c'est là aussi où ça devient de plus en plus important pour les sociétés de dire nous avons une culture, nous avons des valeurs, nous avons une mission et on veut mettre tout cela sous des murs. C'est ça, exactement. Oui, on veut vraiment personnaliser les choses, finalement, personnaliser les expériences. Par exemple, moi, effectivement, ma mission pour les gens le savent, ceux qui nous écoutent, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir. Et si jamais je devais prendre des bureaux, et ça va peut-être arriver, effectivement, j'aurais du mal à rentrer dans un endroit qui est trop impersonnel, qui est trop pour tout le monde, finalement. Voilà. Et il arrive au sein des coworkers, donc c'est la marque du coworker très déterminant. Et ça pose un problème pour beaucoup de sociétés à un moment ou autre. Donc, c'est là où nous, donc, à la fois, on fait l'aménagement et après, on va aussi recréer la marque au sein des locaux. Donc, on va trouver les couleurs sur les murs, on va trouver peut-être des valeurs. Ouais, vous accompagnez vraiment l'entreprise de fond en comble sur sa nouvelle installation quelque part, quoi, finalement. Exactement. Et on le fait avec plus de flexibilité et souplesse qu'un bail traditionnel. J'imagine. Donc, on n'est pas loin du cowork. On a une évolution, on va dire. Il y a la flexibilité du coworking avec peut-être l'efficacité du système traditionnel, finalement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on dit, voilà, bon slogan. On réunit les avantages du cowork et de l'offre traditionnelle où on a la flexibilité de service du cowork, mais on a voilà, et on a des avantages aussi du bail ou de la solution traditionnelle où on est chez soi, on est donc dans ses propres locaux avec son aménagement, on peut vraiment créer une culture d'entreprise, créer un environnement propice pour obtenir des résultats, pour avancer, pour grossir et pour développer son activité finalement. Exactement. Et la valeur, donc, parce qu'on est dans une période assez spécifique, donc ça se montre encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a 4-5 mois, personne ne pouvait estimer que Covid va arriver et toutes les sociétés de la Terre doivent revoir le plan de croissance. Et donc, c'est un peu ce qu'on avait déjà dit à nos clients et nos prospects, c'est que en fait, aujourd'hui, les sociétés, surtout aussi grâce à la digitalisation, ça va tellement vite. Si on fait un business plan sur un an, peut-être on a encore un peu de certitude. Sur 2-3 ans, ça devient déjà compliqué. Sauf que commercial, c'est souvent 3. 3, 6, 9. Et donc, c'est plus en ligne avec la réalité d'aujourd'hui. Et
voilà, c'est Je là où… comprends. Franck, vous m'avez dit quand vous m'avez contacté que vous aviez des chiffres à partager avec nous intéressants, notamment sur la partie télétravail, sur la partie sur ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça m'intéresse beaucoup qu'on en parle justement. Exactement. Donc, ce que nous avons fait dès le début du confinement, donc on a interrogé un panel d'environ 3000 personnes. Et Oui, le panel. on a donc posé des questions au début. On voulait savoir est-ce que vous êtes en télétravail et comment vous percevez le télétravail. Et ce qui ressort de la première étude, c'est que la plupart des gens, donc on a interrogé, étaient en télétravail. Petite question, pardon, excusez-moi. Vous avez envoyé ça à 3000 personnes. C'est quel type de personnes? C'est des salariés? C'est des entreprises? C'est quel type de personnes? C'est un mélange de secteurs. Je peux partager après les détails du panel. Ah, d'accord. À ce moment-là, je mettrai le lien sous la vidéo, je mettrai le lien vers le document si vous l'avez. Ouais, c'est intéressant. Oui, exactement. Est-ce que c'est représentatif pour toute la population française? Je ne suis pas sûr, mais ça donne quand même des bonnes indications. Ça donne une idée. Voilà. Et ce qu'on a vu, c'est plus que 70% en fait étaient en télétravail. Et pour presque 80%, c'était la première fois. Ah ouais, c'est dingue. Et donc, ça aussi à travers… On est très en retard là-dessus en France, c'est fou. Ouais. Et on a parlé avec beaucoup de gens aussi pendant cette période de confinement. Et en fait, il y a des secteurs comme les métiers digitaux, etc., où c'est déjà pratiqué. Bien sûr. Que, voilà, on a les moyens, on a la technologie. On sait faire. Voilà. Il y a beaucoup de secteurs, en fait, où c'était jamais pratiqué. Et quand on a posé les questions, la première… les premières fêtes en fait qu'ils ont ressenties, c'est que donc d'abord c'est un contexte très spécial de télétravail parce que souvent on est à la maison mais pas seul, avec les enfants, avec les animaux de compagnie, avec son conjoint, avec les conjoints. voilà. Et donc en fait on est dans un contexte qui n'est pas normal pour apprendre et pour faire du télétravail. Et donc, il y a plusieurs sentiments qui sont mélangés. Donc, il y a 75% des gens qui disaient que moi, je regrette déjà mes bureaux parce que finalement, quand je regarde à la maison, je suis pas aussi productif, j'ai pas d'échanges avec mes collègues. 75% qui regrettaient, ça a coupé au moment où vous avez dit, qui regrettaient, c'est ça? 76% qui regrettaient déjà leur bureau et c'était, je pense, la deuxième semaine de confinement. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà. Et donc, ce qui est ressorti, c'était on fait du télétravail, c'est la première fois, on doit s'adapter, je ne suis pas vraiment équipé pour bien faire mon travail et j'ai envie de retourner au bureau. Ce qui joue aussi quand on regarde, mais c'est souvent, en fait, on est obligé de faire plusieurs métiers en même temps. Donc, on travaille, on gère les enfants, on devient enseignant, on doit s'occuper des tâches ménagères. Et donc, ça crée des conditions particulières qui font que beaucoup de gens, en fait, réalisent que les bureaux, finalement, c'était pas aussi mal que ça. C'était mieux avant. Exact. Et, exactement. Et donc, ce qui… quand on rentre un peu plus dans le travail, il y a beaucoup de gens aussi qui disaient que il y a des avantages quand même, parce que on économise beaucoup de temps. Et là, il y a des statistiques qu'on connaît. Par exemple, pour les Franciliens, donc Paris et les alentours, en moyen, un Francilien dépense 1h30 pour faire ses trajets au bureau et retour. Et donc, c'est quand même beaucoup de temps. Et donc, ce qui ressort à l'étude, c'est que ça, c'est vraiment un avantage que les gens perçoivent. Ils ont vraiment ressenti le fait de ne pas être obligé de prendre le métro, la voiture ou quoi que ce soit d'autre pour pouvoir aller au travail. C'est quoi le pourcentage de personnes, vous avez le chiffre ou pas, qui ont préféré ça, enfin, qui ont aimé ça? Je vais regarder. On doit être pas loin des 100%, non? En fait, c'est plusieurs
c'est plusieurs questions qu'on peut rassembler. Je vais chercher un peu en même temps. Donc, il y a beaucoup qui ont dit, effectivement, un des avantages, c'est que je dépense moins de temps dans les transports. Et dans ce contexte-là, on a demandé aussi, mais qu'est-ce que vous faites avec ce temps-là? On a une bonne partie qui disent, je travaille plus. Il y a 59% donc, qui ont dit, effectivement, je travaille plus. Donc, je prends un pourcentage au moins de ce temps que j'ai gagné pour travailler davantage. C'est ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris encore avec le télétravail, c'est que beaucoup d'entreprises pensent que parce que les gens sont chez eux, ils vont moins travailler, ils vont être moins performants, alors qu'en fait, dans la plupart des cas, c'est l'inverse qui se passe. C'est fou, mais c'est une évidence en fait. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne l'ont pas compris et j'espère qu'elles vont le comprendre cette fois-ci. Voilà, ce que vous dites, en fait, on va le voir, on a encore d'autres indications, donc il y a cette méfiance, effectivement. Ouais. Et donc, ça, 59% disaient que je travaille plus. Et après, on a posé d'autres questions. Il y a 54% disent que j'ai fait la cuisine. Aussi, je pense que c'est dû au contexte parce que finalement, il faut qu'on se nourrit. Donc, il faut qu'on fasse la cuisine. On est en France, on devrait tous savoir cuisiner, bon sang. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai pu constater que, effectivement, depuis que je suis en France, en fait, il y a vraiment une culture qui est exceptionnelle. Il y a 52% qui disent je dors plus. Il y a 38% qui disent je joue avec les enfants. Ça, c'est cool. Là, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, sur cette question, là, c'est 31% sont des femmes et 44% sont des hommes. Donc, finalement, je pense que le confinement, pour cette question-là, a fait que, en fait, les hommes prennent plus de temps avec les enfants. En revanche, quand on regarde sur les tâches ménagères, il y a 41% des femmes qui ont dit j'en fais plus, or il n'y a que 25% des hommes. Les choses ne changent pas si vite. Hein. Voilà, on a certains stéréotypes quant à questionner au sport, il y a 28% des hommes qui disent j'en fais plus, 21% des femmes. Lesquels mentent pardon? Lesquels mentent Ouais. Donc il y a certains points là où on trouve un peu des stéréotypes des centaines de milliers d'années qui se retrouvent encore dans la société d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était sur la question du travail et effectivement dans notre deuxième sondage, pour enchaîner avec cette question-là, il y a donc d'autres statistiques qui sont assez intéressantes. Donc, sur les avantages, donc il y a 38% qui disent, en fait, je dépense ce que je perçois comme bénéfice ou comme avantage du télétravail, c'est que 38% disent que je dépense moins de temps dans le transport. Il y a 19% qui disent j'ai plus d'autonomie dans mon organisation. Et il y a 27% qui disent aussi, en fait, j'en profite pour travailler de manière focalisée. Et ça, la manière qu'on on le comprend, c'est que il y a moins de distractions peut-être. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du bureau, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, il y avait beaucoup de bureaux individuels et on le trouve encore aujourd'hui chez les avocats ou certains métiers. Ça a basculé vers les open space. Et là, il y a aussi une étude qui est assez intéressante qui vient de Harvard, donc qui a regardé qu'est-ce qui fait l'open space, parce que l'intention initiale, c'était de créer un environnement avec plus d'échanges, plus d'informations, plus d'interactions. Et finalement, c'est peut-être l'inverse qui arrive parce que quand on regarde aujourd'hui la manière comment on travaille, en fait, il y a
des types de travail qu'on va effectuer dans une journée. Et il y a ce travail donc, qui demande bien l'échange, mais même dans un open space, quand on échange, en fait, souvent, on va déranger l'autre. C'est ça la problématique qu'il y a. C'est vrai que moi, j'évolue dans le monde startup depuis très longtemps. Et s'il y a un truc que je ne comprends pas dans beaucoup de sociétés encore, c'est cette idée que l'open space est la réponse à tout. Alors qu'en réalité, moi, je vois, il y a certains types de personnes, et j'en fais partie, dans un open space, je perds mon temps. C'est incroyable. Je suis beaucoup moins performant, beaucoup moins efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à fermer tout le monde dans des bureaux. Je ne pense pas que ce soit non plus la bonne solution. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des périodes, en fait. C'est par période. Des fois, quand on a envie d'être vraiment focus sur quelque chose, non, je suis désolé, je ne peux pas entendre un mec en train de parler à côté. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Et on a des solutions aujourd'hui pour cela. Et juste pour continuer avec le point, donc l'open space, donc si on veut échanger à deux dans un open space, on va créer du bruit, on va déranger l'autre. Si on parle trop fort au téléphone, finalement, on va déranger l'autre. Et si on veut se concentrer, on ne peut pas le faire non plus parce qu'il y a d'autres qui échangent. C'est ça. On voit aussi le comportement où, en fait, plus ou moins inconscient ou conscient, les gens, ils vont créer une bulle autour d'eux. Par exemple, ils mettent des écouteurs. C'est vrai. Les casques, les écouteurs. Voilà, je suis dans un open space, mais en fait, je ne veux pas échanger, je ne suis pas prêt à une interaction. Et donc, finalement, le concept de l'échange, de l'interaction, de l'open space, c'est un peu trompeur. Ah oui, complètement. Et donc, c'est même parfois contre-productif. Voilà. Et donc, ça ressort aussi ici. Dans l'étude, maintenant, des solutions, ils existent aujourd'hui. Quand on regarde un peu les tendances dans l'aménagement, en fait, on parle beaucoup de activity-based workspace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une journée, j'ai des phases où je dois travailler de manière focalisée. Donc là, j'ai besoin d'un espace où je peux me concentrer, il n'y a pas de bruit. Et je vais passer à la créativité, où ça peut être une personne, ou ça peut être certaines populations. Et donc là, j'ai besoin d'espace où je peux faire du bruit, je peux échanger, je peux avoir, et nous, on fait ça, par exemple, avec certaines sociétés, je peux créer des salles de réunion qui sont dédiées à la créativité. Donc, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Exact. Il y a peut-être des coussins, il y a des murs sur lesquels on peut écrire, on peut faire du bruit. Donc ça, c'est pour la créativité. Après, il y a des lieux d'échange et ça aussi, ça peut varier. Ça peut être donc salle de créativité, ça peut être surtout beaucoup de petites salles de réunion parce que c'est ça qui manque souvent et le taux d'occupation est très important parce que finalement, beaucoup de conversations à 2, à 3 et on fait assez peu à 15 ou 20. Malgré tout, il y a beaucoup de sociétés qui ont des salles de réunion de 15-20 personnes qu'ils ont utilisées une fois par semaine ou une fois par mois pour faire des réunions d'équipe et le taux d'occupation est très faible. Pour continuer, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup de phone booths. Donc, c'est des cabines individuelles où soit on peut travailler de manière seul pour se focaliser, ou on peut faire une vidéoconférence, un call. C'est quoi, c'est les fameuses bulles, là? Des bulles un peu protégées? C'est des bulles, des carrés, des rectangles, mais en fait, c'est une cabine téléphonique avec une chaise qui est isolée et qui est aérée pour qu'on puisse y passer 1 heure, 2 heures, sans qu'il y ait du bruit qui rentre. J'avais découvert ça à Vivatech, le très grand événement annuel à Paris. Et à un endroit, on était en presse, parce que moi, je suis partenaire presse de Vivatech. Et effectivement, ils avaient mis 4 cabines comme ça, parce qu'il y a un bruit énorme à Vivatech, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on rentre dans ce truc, il n'y a plus aucun bruit. On est très bien aéré et tout, c'est génial pour travailler. Voilà, et nous, on met ça beaucoup aussi dans les bureaux. Donc, ça a cet avantage de créer donc des zones pour s'isoler, surtout au sein d'un open space, si on positionne plusieurs. Par exemple, on peut se déplacer, même si on a un call, on fait 3 mètres et on est seul, on dérange personne. Et ils sont modélables aussi, on peut les déplacer. Donc, ça a des avantages par rapport à des solutions qu'ils ont construites dans le dur. Si demain, on en a un de plus, un de moins, ou on veut les déplacer, donc on peut le faire.
Et donc, il y a beaucoup d'évolutions là. Nous, on utilise ces modèles, ces solutions beaucoup. Ça existe pour une personne, pour plusieurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour résumer, en fait, je pense qu'il y a une évolution dans l'aménagement qui est plutôt de passer à un raisonnement, on va dire, j'ai 100 salariés, donc j'ai besoin de 100 tables plus 5 salles de réunion de différentes tailles, à une réflexion à dire, OK, ces 100 salariés, qu'est-ce qu'ils effectuent comme travail? Quel type d'activité est-ce qu'ils font par semaine, par jour? Oui, on peut pas avoir en fait une solution où tout marche, quoi. Il faut avoir des espaces différents, des choses différentes, quoi. Exactement. Et après, on va créer ces espaces-là. Et après, il y a une autre tendance, donc qui le flex desk ou le desk, le bureau qui n'est pas attribué attitré à un personne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ressort dans le sondage. Donc, par exemple, ici, la grande majorité du deuxième sondage dit que si mon employeur me permet de faire plus de télétravail, en fait, je suis prêt à ne plus avoir de poste attitré au sein de l'entreprise. Je comprends. 69%. Et donc, ça indique bien aussi les possibilités pour les employeurs et pour l'aménagement de dire, peut-être au lieu de mettre 100 postes, 100 bureaux, je vais en mettre 80, 70, parce qu'il y a une partie des gens qui vont être en télétravail, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des rendez-vous. Et finalement, je vais créer plus d'espace où ils peuvent effectuer le travail qui demande dans des conditions particulières, qui n'est pas un open space. Et donc ça, on va le faire, on va le voir de plus en plus et les sociétés vont réfléchir de plus en plus dans ce sens-là. Voilà. Donc ça c'est la partie, une partie importante avec des conséquences sur l'aménagement qui ressort. Enfin, donc après j'ai parlé aussi un peu de quels sont donc il y a cet avantage que je peux travailler de manière concentrée à la maison. Il y avait aussi donc on a interrogé aussi sur dans le deuxième sondage sur des problématiques de qu'est-ce qui manque au bureau. On regarde là, en fait, le télétravail n'est pas non plus la réponse à tout. Parce que les gens, ils disent clairement, en fait, le bureau me manque parce que je peux échanger plus facilement avec mes collègues. Donc, ça, c'est 35%. Et 43% disent, en fait, ça crée une certaine dynamique. Et on pense ici plutôt à culture d'entreprise. Parce que il est vrai aussi, on le voit là pendant le confinement, quand en fait on fait des vidéoconférences, oui, on peut faire un apéro, on peut passer du temps ensemble, on peut rigoler, on peut échanger, mais ce n'est pas la même chose que si on est en physique. Et ça dépend aussi un peu des métiers. Mais les liens physiques, en fait, les échanges physiques, ça crée plus de liens, ça crée une autre dynamique et ça aide aussi à créer une culture d'entreprise. Et donc, notre conclusion de cela est vraiment que le télétravail aujourd'hui, parce qu'on a fait cet expériment un peu involontaire, improvisé, ça va rester. Et les sociétés doivent s'adapter, on va en parler un peu plus. En revanche, il y a des aspects aussi pour le bureau où les gens ils ont envie d'échanger. Il y a des avantages qu'on peut créer ou retrouver seulement au bureau. Et donc, il faut avoir des bureaux juste un peu différents. Et il faut bien réfléchir et travailler sur comment est-ce qu'on peut équilibrer le télétravail et le bureau. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, on est dans une situation aujourd'hui où déjà toutes les entreprises ne peuvent pas faire de télétravail ou pas à 100%, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Mais en même temps, effectivement, moi je le savais, moi ça fait des années que je milite en France pour que le télétravail soit vraiment là pour de vrai. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose en réalité. Alors évidemment, quand je vais dans le monde des startups, les startups, elles ont tout compris, hein, il n'y a pas de souci, elles le font déjà très bien. Mais moi, je parle les entreprises un peu plus traditionnelles, elles n'ont pas compris. Alors j'espère
que cette crise, effectivement, malgré, bon, bah, c'est pas dans la meilleure solution, mais voilà, j'espère qu'au moins ils auront compris cette donnée-là qui est super importante. Et dans plein de cas, on peut mixer les deux. Je pense qu'effectivement, les deux mondes ont un intérêt, que ce soit le télétravail ou les bureaux, les deux sont importants. Il faut savoir les utiliser à leur meilleur, quoi. Voilà. Et ça, donc, je rebondis là-dessus. En fait, il y a deux points importants. Donc, peut-être déjà je vais rajouter certains points de sondage. Donc, les gens qu'on a demandé, est-ce que vous pensez que votre employeur sera favorable au télétravail? En fait, il y a pas mal d'inquiétudes. Il y a 51% qui disent je pense qu'il est plutôt favorable, mais il y a aussi beaucoup, donc presque la moitié aussi, qui disent je pense qu'il ne sera pas favorable. Et quand on interroge un peu plus, en fait, pourquoi? Là, ce qui ressort très fort, 39% des réponses donc disent que parce qu'il y a une culture de présentisme. 17% disent qu'il y a un manque de confiance. Après, il y a aussi certaines qui disent c'est pas adapté en entier. Mais ce qu'on voit dans ce sondage, c'est que en fait, la culture de l'entreprise, et c'est là où je pense que la différence est pour les startups et aussi le monde un peu plus traditionnel, c'est que la plupart des entreprises dans leur culture, ils gèrent aujourd'hui, ils managent leurs employés à travers d'un présentisme. Ils n'ont pas confiance que quand les gens sont à la maison, est-ce qu'ils vont travailler véritablement? Et c'est ça un des plus grands enjeux culturels et management sur lesquels les entreprises doivent travailler. Complètement. C'est une vraie problématique. Je le connais moi-même. Je pense qu'il y a une question peut-être d'âge, culture d'entreprise, où en tant que manager, si je cherche à contrôler mes salariés, il est beaucoup plus facile de le faire quand j'ai tout le monde au bureau. Ah bah oui. Ouais. Donc, et si je crée des mécanismes, une culture, un style de management en fait qui est plutôt à la performance, je n'ai pas forcément besoin de les voir en bureau. Dans ce cas, je peux mesurer est-ce qu'ils produisent, est-ce qu'ils sont productifs, et je n'ai pas forcément besoin qu'ils soient dans un lieu particulier. Et ça se fait beaucoup, effectivement, dans le monde des startups, déjà. Donc, c'est des pratiques exact. Et, dans le monde, voilà. Et dans le monde traditionnel, en fait, ce n'est pas encore le cas. Et c'est là où, après, voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, si le vendredi après-midi, en télétravail, il fait beau, et quand on parle avec la personne, on entend un peu des vagues. Je comprends qu'ils peuvent avoir une certaine méfiance. Oui, mais en fait, tu sais, Franck, je me permets d'utiliser ton prénom, du coup. Maintenant, on commence à se connaître. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une problématique là-dessus. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, j'ai vécu à Cannes pendant très longtemps. Et donc, à Cannes, j'avais les pieds dans l'eau, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et je ne sais pas si ça te fait pareil, mais moi, c'est pas parce que je suis à la plage que mon cerveau ne fonctionne pas pour l'activité dans laquelle je travaille, tu vois. Que je ne vais pas trouver des idées innovantes, que je ne vais pas trouver des trucs qui vont peut-être me permettre d'avancer dans mon travail. Et c'est même l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que je me rappelle, à chaque fois que je me pose sur une serviette, tu vois, pendant les 15 premières minutes, je fais rien, je chill, tout va bien. Et puis, d'un coup, tac, il y a un truc qui arrive dans la tête. Ah oui, attends, comment je pourrais faire pour que ça marche mieux, ça marche mieux. Donc, en fait, il y a aussi cette problématique-là je pense que la vision du travail, et ça, c'est pas que en France, c'est partout dans le monde, la vision du travail, elle est trop manichéenne, elle est trop je travaille ou je travaille pas, tu vois. Et c'est pas parce que tu es à la plage que tu ne travailles pas en réalité. C'est pas parce que tu es à ton bureau que tu travailles, tu vois. Moi, j'ai vu des gens, tu me parlais tout à l'heure du présentéisme. Le présentéisme, moi, je l'ai vécu en France, je l'ai vécu à Londres. À Londres, ça a été incroyable. Quand je bossais pour eBay, là, je vais me faire des amis. J'ai vu des gens sur leur bureau, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Mais vraiment, on ne savait pas ce qu'ils faisaient de leur journée.
Et c'est vrai que c'est assez drôle, puisque souvent le français a une image à l'étranger de non-travailleur, de non-ceci, de non-cela. Mais en réalité, quand on regarde un peu les chiffres, je ne sais pas si tu les as regardés, on fait partie des nations, avec l'Allemagne, avec d'autres, qui, en pourcentage d'efficacité au travail, l'efficacité horaire est très élevée en réalité. Alors oui, on travaille moins d'heures, parce qu'on a les 35 heures et ceci, cela, et encore, qui fait 35 heures? Voilà. Mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, donc moi, je suis arrivé en France il y a 10 ans. Où vraiment, j'ai travaillé en France depuis 10 ans, on va dire. D'accord. Et mon sentiment est pareil. Donc, j'étais assez surpris parce que au moins la réputation des Français n'est pas forcément qu'ils sont les plus grands travailleurs. Mais quand je regarde avec l'Allemagne, et après j'ai géré donc une dizaine de pays en Europe, donc des gens un peu partout. En fait, la culture, au moins, c'était notre culture au sein de groupe On s'était dit, donc qui était aussi particulier, mais dans les métiers digitaux, en fait, les gens travaillent quand même beaucoup. Ils commencent un peu plus tard que les Anglais et les Allemands, par exemple, ou les Néerlandais, mais ils sont aussi au bureau quand les autres, ils sont déjà à la maison. Ouais. Et finalement, pareil, il y a cette notion aussi du repas le midi. Et là, je vois aussi une vraie évolution. Quand je suis arrivé, j'étais surpris que, en fait, les gens, ils prennent vraiment beaucoup de temps, donc 1 heure et demie, ils boivent, Culture. etc. Donc, c'est sympa quand on est en vacances, mais quand on travaille, on doit faire bouger les choses. En fait, en tant qu'Allemand, c'était au début, c'était pas évident. Aujourd'hui, je vois qu'en fait, ça se fait plus. Même parfois, on va dire, c'est peut-être même pas sain, parce qu'on est tous en train de manger devant l'ordinateur ou dans les réunions, etc. Ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà. C'est pas une bonne chose parce qu'en fait, tu vois, c'est pareil, c'est une vraie discussion, c'est super intéressant. Moi, j'ai travaillé en Hollande pour une boîte hollandaise, donc, et j'ai vu que l'état d'esprit ressemblait beaucoup à l'Allemagne, en tout cas de là où j'étais. Et c'est vrai que c'était ça. Je me rappelle, on arrivait à midi, bon, bah, il fallait aller manger, donc on se posait dans une salle, on mangeait, bon, on va pas critiquer la nourriture, hein, voilà, c'est quand même le deuxième pays du fromage, hein, donc voilà. Mais voilà, ce qu'ils mangeaient, pour moi, c'était pas de la nourriture, à part le fromage, qui était très bon. Et on sait reconnaître les bons fromages, voilà. Et ça durait une demi-heure et on repartait au boulot. Et moi, j'étais là, mais enfin, il n'y a eu aucune interaction, ou très peu. Les gens mangeaient 5 dans leur coin et puis ils repartaient au boulot. Par contre, ils partaient beaucoup plus tôt le soir, où moi, j'étais là, mais attends, j'ai pas fini, il faut que je continue, machin. Et alors, j'ai eu une autre expérience à Londres. Alors, à Londres, c'est l'inverse. C'est-à-dire, enfin, c'est l'inverse. La bouffe, c'est pareil, hein, ils mangent à l'arrache devant leur écran. Ça me rend fou, mais bon, pourquoi pas. Et le soir, par contre, donc tu es censé rentrer chez toi, tu as encore 1 heure et demie de métro à te taper pour pouvoir rentrer chez toi. Et on te dit, ouais, viens boire une pinte au bar en bar d'à côté. Ah non, 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 non. Non, non. Moi, je rentre chez moi, là, si tu veux. J'ai ma femme qui m'attend et j'ai envie de passer un peu de bon temps. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est juste des différences culturelles en réalité. C'est pas l'un qui est meilleur que l'autre, je pense pas. Oui, exactement. Et la réputation, en fait, des Français, elle est pas juste. C'est surtout cette loi de 35 heures qui réprime un peu partout, mais dans la réalité, je pense que les Français, ils sont aussi travailleurs que beaucoup d'autres nations. Et voilà. Donc, pour revenir un peu sur les questions du télétravail. Donc, il y a ce présentisme, il y en a en France, il y en a un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un vrai changement culturel que les entreprises doivent mener, qui n'est pas facile, qui demande, je pense, beaucoup d'aide, beaucoup d'outils, développement d'outils et accompagnement pour les managers et aussi des employés, pour dire comment est-ce que je peux faire si j'ai moins de contrôle à travers la présence pour que, en fait, mes salariés peuvent être productifs, peuvent travailler et je le mesure à travers d'un résultat.
Et aujourd'hui, la réalité, c'est juste que ça n'existe pas dans la plupart des entreprises et c'est ça qui crée cette méfiance. Maintenant, quand on regarde, quand on va un peu plus loin, et je pense que c'est là où on sent aussi que ça va devoir changer parce que on a demandé aux, aux enquêtés, est-ce que ils seront, est-ce que c'est un aspect ou un critère positif? Donc, si une société met en place une politique de télétravail, quand vous devez prendre quand vous devez faire un choix d'emploi. Et là, il y a 2 tiers qui disent oui, même 85%, 2 tiers, je pense, qui disent oui, effectivement, c'est un point positif si l'entreprise propose une politique de télétravail. Et l'inverse est vrai aussi. Pour la grande majorité, s'il n'y en a pas de politique de télétravail, en fait, c'est un argument négatif. Mais bien sûr, et c'est une bonne nouvelle. Exactement. Et je pense que ça ressort un peu partout. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution, tout le monde l'a fait. Tout le monde a goûté un peu. Ouais. Il y a des entreprises et aussi des salariés qui ont compris quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et tout le monde a vu, en fait, ça peut fonctionner. Bien sûr. Si on crée des conditions, et je pense que à travers cet expériment, en fait, les sociétés, ils n'auront plus de choix. Hein. Et il y a déjà donc la loi qui est très claire aujourd'hui qui interdit donc d'interdire ou qui ne permet pas d'interdire le télétravail. Et donc il y a de plus en plus de sociétés qui vont le faire ou qui vont le mettre en place par eux-mêmes. Et dans l'autre cas, je pense qu'il y a de plus en plus de salariés aussi qui vont être demandeurs. Et je pense qu'on va voir un vrai changement dans ce sens-là, où le télétravail devient un peu un acquis ou essentiel dans le monde post-Covid. Hein. Clairement. Et je vais en rajouter quelques statistiques de notre dernier sondage. Quand on regarde, en fait, même la période très proche de nous, pendant le déconfinement, il y a quand même, là, il y a encore la moitié qui dit j'aimerais bien travailler plus que la moitié de la semaine en télétravail. Et là, il y a des inquiétudes de transport, comment est-ce que je vais me rendre, comment est-ce que ça va fonctionner. Comment on va faire. Et on a posé la même question pour après le déconfinement. Et là, ce qu'on ressort, c'est que, en fait, il y a 30% environ qui ne voudront pas faire du télétravail, mais il y a le même chiffre à peu près, même un peu plus, presque la moitié qui disent je voudrais faire jusqu'à 2 jours par semaine. Et la grande majorité, c'est entre une demi-journée et une journée par semaine. Et donc, ça devient assez concret aussi. Donc, c'est là où on comprend le télétravail, ça ne va pas remplacer le bureau. Non. En revanche, avoir la possibilité de travailler en télétravail une demi-journée, une journée par semaine, en fait, beaucoup de salariés, en fait, c'est un souhait qui est très précis, très concret et qui apporte finalement non seulement aux salariés, ce qui économise du temps, il a plus d'autonomie, mais aussi, et c'est là où je pense que les sociétés peuvent voir une opportunité, ce que tu disais tout à l'heure, ça apporte aussi, ou ça peut apporter aussi à la société, parce que ce temps de trajet qu'on économise, si c'est investi en travail, mais finalement, en fait, on est content. la société en bénéficie. Et pareil, si c'est pour faire certaines tâches qui sont pas réalisables au bureau et le salarié peut être plus productif à la maison, dans un contexte normal où il n'y a pas tous des enfants à la maison, etc., en fait, il y a plus de productivité.
Donc ça c'est assez intéressant, je trouve, et ce qui en ressort, c'est vraiment les sociétés, je pense, en ont un intérêt, s'ils veulent conserver leur talent, et s'ils ont un intérêt de bien-être au Bien sûr. travail, aussi pour gérer leur productivité, de commencer à travailler sur l'organisation du télétravail. Et, Complètement. et donc, pour peut-être encore adresser deux autres points que je pense on va voir en Ouais, résultat du... rapidement, et après on enverra effectivement les gens qui veulent aller plus loin, on les enverra vers le blog, parce que j'ai vu que tu avais pas mal d'infos sur le blog. Donc vas-y, termine avec ça, ouais. Donc, ça pose aussi une question des questions organisationnelles, parce que si j'ai une partie de mes équipes qui ne sont pas au bureau, à un autre, il faut que je revoie quand est-ce que je fais des réunions, qu'est-ce que j'utilise comme technologie aussi pour pouvoir faire des réunions, même si une partie est au bureau, une partie n'est plus au bureau. Donc il y a toute une question aussi organisationnelle que je pense qui est tout à fait gérable, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent comme ça aujourd'hui, ou même avec à travers des continents, des pays différents. Mais pour pas mal de sociétés qui sont habituées donc de travailler tous ensemble au sein d'un bureau, il faut se poser ces questions-là. Et il y a aussi une question sur le parc immobilier à se poser, parce qu'on peut se dire, donc pour certaines sociétés, peut-être on va prendre un peu moins de surface, pas tout le monde au bureau, parce qu'on va réorganiser la manière comment on va aménager, mais on va investir un peu plus. Et ça, on revient maintenant au bureau. Donc sur l'aménagement, on en a parlé un peu au début. Je pense que le paradigme va changer un peu, où le bureau était par défaut l'endroit où il fallait aller pour travailler. Aujourd'hui, il y a des alternatives, et donc je pense que les sociétés doivent repenser leur bureau, l'aménagement encore davantage. On voit déjà depuis des années maintenant, il y a des exemples de eBay, c'était un exemple, mais Google, c'était, je pense, le premier où il y avait un investissement dans les bureaux assez important, dans le design, dans l'aménagement, les parties de combinaison. C'est très important pour les résultats, mais aussi pour le bien-être de leurs salariés. Parce que finalement, on passe beaucoup de temps dans les bureaux, et aujourd'hui, si on peut plus obliger les salariés de venir au bureau, en fait, il faut qu'on les attire. Il faut leur donner envie. Exactement. Et je pense que c'est là où il y aura aussi un changement de paradigme, de dire, je vais faire un projet de déménagement, c'est nécessaire parce que j'en ai besoin de bureau, je vais mettre des tables dedans et rajouter 2-3 choses un peu sympas, de dire, OK, comment est-ce que je peux créer des lieux de travail où les gens ont envie de venir, parce que ils peuvent être productifs. Donc là, c'est la partie aménagement qu'on a discuté tout à l'heure, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'il y a des espaces de convivialité, parce qu'il y a des canapés, parce qu'il y a un peu de fruits, de snacks, de café, etc. Ils sont à l'aise, ils se sentent bien, ils ont envie du coup. Voilà. Et aussi des lieux d'échange, parce que finalement, le bureau, ça va être aussi le lieu où on va échanger, communiquer, on va créer la culture de l'entreprise, et donc le design et tout ce qu'on a évoqué aussi au début, ça devient de plus en plus important. Bien sûr. Et les sociétés font ça, je pense qu'on va avoir des bureaux qui vont déjà reprendre encore plus ce qu'on peut voir à la maison en termes d'aménagement de certains espaces, mais aussi de plus en plus beaux, intéressants et attractifs, parce qu'ils vont vouloir valoriser ces lieux. Oui, forcément, si tu fais des bureaux, effectivement, où c'est plus beau qu'à la maison, tu as envie d'aller voir, tu as envie d'y aller de temps en temps, quoi. Exactement. Donc, c'est pour résumer, sur ce qu'on a vu, on a testé le télétravail. Tout le monde a vu, ça fonctionne, ça peut fonctionner. C'est sûr que ça marche. Les salariés, en grande partie, ont envie d'en faire davantage après le confinement. Et maintenant, donc ça devient en fait essentiel, et ça devient un des moyens, un des endroits où on va travailler dans l'avenir.
Et les questions que doivent se poser les sociétés, c'est une question d'organisation. Comment est-ce que je fonctionne quand il y a une partie qui est en télétravail? Une question culturelle. Comment est-ce que je gère, pas à travers du présentisme, comment je crée une culture, comment est-ce que c'est quoi mon culture de management plutôt à la performance de contrôler la présence. Et des questions sur le parc immobilier et l'aménagement et la création de bureaux qui deviennent des lieux attractifs, inspirants, des lieux d'échange pour attirer finalement des salariés. Carrément, tout à fait. Voilà. Excellent, excellent. Bah, écoute, c'était vraiment très agréable en tout cas de voir un peu tous ces chiffres. Je vois que vous avez beaucoup bossé pendant le confinement sur ce sondage et tout, c'était super intéressant. Je veux bien qu'effectivement que tu m'envoies le document, quelque chose. De toute façon, on mettra sous la vidéo, on mettra les liens vers tous ces documents. Et puis voilà. Et du coup, toi, pour finir, comment tu vois le retour à la normale, entre guillemets, sachant que là, on enregistre pour info, ceux qui vont regarder cette vidéo, on enregistre cette vidéo le 7 mai, il est 12h24, donc on n'est pas encore l'annonce d'Édouard Philippe officiellement cet après-midi qui a lieu à 16h. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. Voilà, pour vous cadrer quand même, c'est important de savoir à quel moment on a tourné cette vidéo. Donc, comment tu vois, toi, les choses, cette reprise progressive de l'activité en France et dans le monde? Donc déjà, je suis très, très content aussi de retrouver des bureaux, de retrouver des collègues et plus d'activités, on va dire, même si ça ne va pas être tout à fait comme avant. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé sur la phase de déconfinement, dont on a établi un guide avec nos équipes en France, mais aussi un peu ailleurs, et qui est assez compliqué. Dans l'équipe Vous êtes combien dans l'équipe? 70. D'accord. Et justement, on a investi pas mal de temps à réfléchir comment est-ce qu'on peut gérer cette phase de déconfinement pour mettre des salariés, des employés et aussi nos clients en sécurité, mais permettre quand même de reprendre une activité. Et cela, on l'a aussi sur le site et ça a eu beaucoup de retours positifs et il y a beaucoup même des gens qui n'ont pas nos clients qui l'ont téléchargé, qui ont regardé comment faire, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et ce qui est important, donc là aussi, je pense qu'il y a deux chapitres, si on peut dire. Donc il y a une partie qui sont des gens, donc finalement les salariés, nos employés, où il faut d'abord décider donc qui est-ce qu'on fait revenir. On a des contraintes de distance, donc on ne peut pas faire revenir tout le monde en même temps. Et on a toute une méthodologie donc, qui permet de dire comment est-ce que j'identifie les personnes qui doivent ou qui peuvent revenir. Après, une méthodologie, comment créer des groupes, des rotations qui permet de reprendre une activité au fur et à mesure, mais quand même garder des distances et aussi prendre des mesures pour, si jamais il y a un cas donc, qui peut se produire dans les prochaines semaines, on peut identifier, isoler. Donc, il y a beaucoup d'aspects intéressants là-dedans. On a fait un peu le travail pour les autres, donc en donnant de la méthodologie et des exemples. Et ce qui reste important aussi, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse, voire peur. Et donc, il faut beaucoup communiquer, beaucoup assurer les gens. Ce qu'on essaie de faire avec nos salariés, aussi avec les clients. Et j'invite ainsi donc, toutes les sociétés donc, de réfléchir comment gérer ce déconfinement, mettre des mesures en place et communiquer là-dessus parce que c'est ça finalement qui va rassurer des salariés, des employés de revenir et de reprendre une activité de travail. Et finalement, donc nous, par exemple, on va distribuer des masques pour chacun qui est au sein de nos lieux. On va mettre en place des gels, des marqueurs qu'on peut voir aussi dans les supermarchés. Il y a du boulot. Comment se comporter au sein d'un immeuble, dans les parties communes, parce que c'est là où c'est assez difficile de garder la distance.
on essaie de, on va désinfecter tous nos lieux déjà cette semaine et dans les prochains jours pour repartir sur une bonne base. Donc, il y a énormément de mesures qu'on a mis en place et je pense que c'est important pour toutes les sociétés d'y réfléchir et de communiquer aux salariés. Et après, je pense que j'ai quand même un peu de optimisme et quand je regarde un peu à travers de la frontière chez nos amants, en fait, je pense que si tout le monde est un peu discipliné, en fait, je pense qu'on peut se retrouver dans une situation où la situation va s'améliorer et au bout de quelques semaines, on peut peut-être revenir à une normalité qui ne sera pas tout à fait normale, mais quand même qui s'approche un peu plus de ce qu'on connaissait avant qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est fou. Hein, si on m'avait dit il y a un an qu'on allait vivre tout ça, je crois que personne ne l'aurait cru. et pourtant, Bill Gates nous avait prévenu, ça pouvait arriver. Et oui. Effectivement, c'est arrivé et ça a été dur. Hein, c'est toujours dur. Après, on espère qu'on va résister à tout ça, qu'on va trouver des solutions. Je pense qu'on va trouver des solutions. Ça prendra du temps. Ça sera difficile. Il y aura probablement des pertes, malheureusement, des gens qui vont nous quitter. C'est comme ça. On espère qu'on va arriver à limiter la casse et puis que ça va repartir comme il faut. On espère, on verra. Exactement. On va tout faire pour. En tout cas. Voilà. Bon, Franck, c'était super agréable. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Si on veut plus d'informations pour parler d'Eskeo ou de Frank Zorn, on va où? On va d'abord sur deskeo.fr ou .com pour y trouver toutes les informations dont on a parlé. Donc, il y a des sondages, il y a des guides, il y a un kit pour les déconfinements aussi. Après, je suis sur LinkedIn, je suis disponible. Donc, si des gens ont des questions par rapport à notre aventure, donc la Deskeo que je mène ensemble avec Benjamin et toutes nos équipes, ou si c'est par rapport de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est là où est ton audience. Je suis aussi investi dans pas mal de sociétés. Je veux bien, si tu as un moment, si tu as 5 minutes, que tu jettes un coup d'œil à ce que je fais et que tu me donnes ton retour. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, j'ai pas toujours le temps ou assez de temps consacré à toutes les jeunes boîtes qui se créent, mais au sein de mes anciennes équipes, par exemple chez Coupon City Deal, aussi Rocket, énormément de jeunes entrepreneurs donc qui ont soit créé leur entreprise ou qui ont à la tête aujourd'hui d'entreprises très innovantes qui fonctionnent très bien. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis prêt aussi à investir du temps. Et donc, voilà. Sur LinkedIn, si quelqu'un a des questions. Super, merci beaucoup. Je viens de te faire un petit coucou sur LinkedIn parce qu'on était déjà connectés et c'est bien marqué. Vous avez travaillé tous les deux chez eBay, donc c'est rigolo. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et puis j'espère donc un bon relancement d'activité pour toi. Je me fais pas trop de soucis, je te cache pas, vu tout ce que tu nous as raconté et vu un peu ton historique. Et puis à la prochaine alors. Merci beaucoup Rémi, c'était un plaisir. Bien. Allez. Au revoir. Hop. Voilà, c'était l'émission donc des entrepreneurs, le MSB Show avec Frank Zorn de Deskeo. C'était vraiment génial. On a passé un moment très intéressant. Je voulais vous partager une dernière chose avant de vous laisser. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé l'école des entrepreneurs. Le but de cette école, c'est de vous donner tout ce que j'ai appris pendant ces 17 dernières années au contact de nombreuses entreprises, que ce soit des startups, des petits indépendants qui sont devenus grands ou qui sont restés petits, ou de très grandes entreprises comme eBay, comme Renault, comme Engie. Le but, c'est ça, c'est que j'ai appris énormément de choses pendant ces 17 ans et j'ai envie de redonner. Donc, je le fais déjà avec ces émissions gratuites, avec mon blog, il y a plus de 800 articles, etc. Donc, je le fais gratuitement, mais j'aimerais bien vous proposer encore plus. Donc, pour tous ceux qui veulent plus de Rémi, qui veulent plus d'accompagnement, de coaching, de formation, vous allez sur école.montersonbusiness.com
Et là, vous pouvez découvrir un peu tout ce qu'on peut vous proposer, tout ce qui peut potentiellement vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me faire vos retours en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci à vous et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre, y compris pendant le confinement. Merci et à très vite.